Alors, c'est quoi donc en fait la méthode K-nearest neighbor? En fait, KNN, donc principalement on l'appelle comme ça. Donc en fait, KNN, pourquoi on dit KNN? K-nearest neighbor, c'est-à-dire K plus proche voisin, c'est-à-dire K plus proche voisin, les voisins les plus proches. D'accord? Par exemple, si je prends cet élément-là, donc en fait que vous voyez ici, celui-là, donc en fait, donc les éléments les plus proches, il y a quand même, il y a ici un rectangle rouge, deux rectangles rouges. Je mesure en fait la distance. Si vous voulez, je peux dire encore la distance euclidienne entre ce nouvel élément et les éléments juste à côté. Si je regarde les cinq plus proches, a priori, par vote majoritaire, on dit par vote majoritaire, donc on dit, voilà, donc en fait, si les cinq plus proches, a priori, donc là, 3 contre 2, donc cet élément est a priori cercle classe A. Voilà, c'est la classe A. D'accord? Mais attention, si vous pouvez le remarquer, hein, vous allez me dire, mais attention là, donc en fait, j'ai l'impression que vraiment le paramètre K, qui fixe le paramètre K? Ce paramètre K, c'est de grande importance. C'est pour ça qu'on l'appelle hyperparamètre. Ça, c'est un hyperparamètre. Par exemple, si je reviens ici, je vais dire, non, je vais prendre 3, K3, 3 plus proches voisins, et 3 plus proches voisins, c'est nécessairement, donc ça va être, en fait, ça me donner, si vous voulez, la classe B. Il va me répondre la classe B. Parce qu'en fait, on est sûr que ça appartient, et puis on va rajouter cet élément, et du coup, voilà. Donc ça, c'est important de voir l'influence de ce paramètre. C'est important d'étudier l'influence de ce paramètre, donc, si vous voulez, l'algorithme. Et choisir, donc, le paramètre le plus adéquat. Mais vous allez me dire, mais comment? Ben, c'est très simple, on peut faire évoluer K et on va choisir celui qui nous donne l'erreur minimale. Donc, en fait, vous allez me dire, mais comment? Ben, ça, c'est l'idée. Donc, l'idée, en fait, est très simple. Donc, l'idée est très simple. J'ai, par exemple, un dataset, donc, qui est classé sur deux features, X2, X1. J'ai voilà, deux familles, j'ai trouvé deux classes et une autre classe quelque part ici. Donc l'idée, voilà, une fois c'est classé, donc moi, qu'est-ce que je vais dire? Certainement, il y a plein de questions dans vos têtes, mais doucement, je vais arriver. Là, donc en fait, si j'ai un nouveau élément ici, par exemple un rectangle, je vais voir cet élément appartient à quelle classe. D'accord? À quelle classe? Donc voilà, donc en fait, la première chose à faire, c'est que vous venez ici, vous allez mesurer les distances. On va mesurer les distances. Si vous voulez, toutes les distances avec tous les éléments. D'accord? Et puis on va choisir, donc en fait, on va choisir le paramètre K. Donc, disons K égale 5, je vais chercher les 5 plus proches. Je vais dire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis peut-être ça et peut-être ça. Donc, en fait, je me trouve, donc, en fait, ah, tiens, donc ça fait partie, a priori, de, de la classe des cercles rouges. D'accord? Bon. Mais vous allez me dire, tout d'abord, comment vous êtes arrivé à bien tout d'abord définir ces classes. D'accord? C'est ça la question qu'on peut se poser. Là, donc, en fait, la première chose, je démarre d'un dataset. 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 Et je connais dataset, donc je connais donc
en fonction de x1 et x2. Voilà. Et j'ai l'étiquette. Je connais l'étiquette. D'accord? Donc déjà, j'ai ma base de données. Voilà. D'accord? J'ai ma base de données là, donc en fait, je peux faire cette répartition. Là, donc en fait, je connais déjà les classes. Admettons que je connais là, donc en fait, la classe 0, la classe 1, la classe 0, la classe 1, la classe 1, la classe 0. Déjà, je connais ça. D'accord? Donc, mais avant ça, donc en fait, il faut faire apprendre hein, la machine. L'idée, c'est quoi? L'idée de base, c'est que je vais distribuer ou bien diviser cette base en deux. Donc, une base d'entraînement, ce qu'on appelle train 7, qui représente à peu près 80% de la base. Et une base, ce qu'on appelle test set. Donc, dataset, test, donc à peu près 20%. D'accord? Donc, ça, c'est pour l'apprentissage. Ça sert pour l'apprentissage. Donc, ma machine apprend avec ça. Et ça, c'est pour validation, pour validation du modèle. Validation. D'accord? Alors, là-bas, avec ça, donc, parce que moi, déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour validation? Une fois mon modèle est déjà connu, donc en fait, avec ça, on apprend. Avec ça, je connais déjà les réponses, les targets, ou bien l'étiquette, pardon. On peut dire les deux. L'étiquette. Je connais déjà, connu, l'étiquette est connue. Donc, je vais faire passer ça à travers l'algorithme. Donc, tester avec l'algorithme et je récupère les réponses. Et puis, je confronte. Je confronte. Et je peux savoir l'efficacité hein, de mon modèle. Est-ce que c'est 99,19%, 80%, 50%, d'accord? Et là maintenant, une fois c'est bon, je me suis dit, voilà, donc mon modèle est parfait à 99% ou bien à 95%. Là maintenant, si j'ai un nouvel élément, donc maintenant, je le passe donc dans ma base et bon, voilà, donc en fait, je peux faire les prédictions. Prédiction de la classe. On est d'accord là-dessus? Donc, c'est ça. Donc, en fait, l'idée de base. Mais attention, là, la test set ici, test set doit être différent de train set. On ne peut pas utiliser train set à la fois pour l'apprentissage et pour tester. Non, ça ne marche pas. En fait, il faut chercher une base, à peu près 20%. Donc, 20%, c'est pas figé, mais dans la plupart des activités que j'ai vues, donc en fait, ils prennent à peu près 20%. Voilà. C'est ça, en fait, grosso modo. Donc, je reviens ici. Voilà, donc en fait, par vote, là, donc en fait, voilà. Maintenant, juste, je vous donne comment je cherche la distance euclidienne. Maintenant, j'espère que vous avez un peu compris la philosophie. La distance euclidienne, c'est quoi? Donc, en fait, je dispose, par exemple, là, dans le plan. Attention, là, donc, en fait, X, c'est en fait, ça, c'est valable même pour une dimension n. Je peux avoir n features longueur, largeur, le poids, je sais pas, la couleur du pot, je sais pas quoi. Donc, en fait, je peux rajouter. Donc, en fait, voilà, Rn. Donc, en fait, un espace de dimension n. Voilà. Mais là, donc, en fait, j'utilise l'espace dans le plan, x et x1, x2, comme vous voyez. Donc là, le point M, j'ai en fait ces deux coordonnées. Là, j'ai ces deux et là, je vais chercher la distance euclidienne. La distance euclidienne, bon, c'est très simple, c'est la racine carrée. Donc, normalement, ici, de x1m moins x1n, xn, x1m moins x1m
au carré, plus, qu'est-ce que je rajoute? X de m moins x de n, pardon, au carré. Bon, voilà, je vais faire ça. Au carré. Bon, c'est la distance euclidienne, tout simplement. Voilà, c'est ça. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on utilise ça principalement, hein. Alors, voilà, donc en fait, grosso modo. Donc l'algorithme, pour mettre ça en marche, cette approche, cet algorithme, alors cet algorithme, l'algorithme des cas plus proches voisins, concernant, je dis bien, la classification. Donc, la première chose à faire, il faut avoir dataset. Ça, c'est un. D'accord? Dataset, voilà, vous voyez que X, c'est appartient à Mn, c'est-à-dire X peut avoir une dimension n, mais m c'est le nombre des lignes. Là, c'est le nombre des lignes. Donc, et là, c'est le nombre des colonnes. En fait, je peux avoir plusieurs features. Voilà, donc en fait, voilà. Et m étiquette, bon voilà, et le nombre d'étiquettes est égal au nombre des lignes, quoi. Donc, y appartient à ça. Bon. Ça, c'est intéressant quand même. Je fais pas le classement uniquement sur sur un seul paramètre, donc, en fait. Mais je peux avoir plusieurs. Et ça, c'est très fort. Aussi, deuxième chose, c'est le modèle. En fait, dans les problèmes d'apprentissage supervisé, il y a entre 4 et 5 points qu'il faut définir. Toujours, il faut mettre ça dans la tête. C'est, tout d'abord, il faut avoir dataset. Deuxième chose, il faut avoir un modèle. Il faut penser à un modèle. KNN, par exemple, ici, KNN. Classification, on va utiliser ça. Classification. Voilà. Troisième chose, il faut une fonction coût. La fonction coût, la fonction cast function. La fonction coût, ça permet, voilà, donc en fait, l'idée toujours par la suite de chercher à minimiser cette fonction. La fonction coût ici, c'est quoi? Ça doit être la distance. La distance euclidienne ici. La distance euclidienne. Nous voulons en fait, au bout du fil, minimiser cette fonction. Quatrième chose à faire, donc la minimisation. Vous allez voir les autres parties qui viennent après. On va toujours parler de ces points, ces 5 points. La minimisation, la minimisation, donc de la fonction coût, de la fonction coût. D'accord? Et puis, cinquièmement, une fois c'est validé, donc on peut passer à la prédiction. Je peux prédire, prédire pour des nouveaux éléments. Donc, voilà, je reviens ici, le modèle KNN. Donc, en fait, là, je vais, dans cette partie, chercher la fonction qu'on en fait, chercher les distances. Voilà, établir un tableau de taille M, parce que j'ai M lignes, qui permet de chercher la distance du nouvel élément avec ici. Mais avant d'arriver là, donc certainement là, j'ai déjà, hein, donc en fait le nécessaire. Mais admettons déjà que mon algorithme a fait l'apprentissage, tout ça. Donc, en fait, là, je fais donc en fait, je calcule la distance par rapport à x étoile qui est un nouvel élément. Donc, et puis je minimise cette fonction court, cette distance. Je prends en fait les cas points les plus proches de x étoile. Ben, c'est un calcul simple, même avec des vecteurs ou bien des listes, j'arrive à faire ça. Bon. Et finalement, pour prédiction, par vote majoritaire, donc c'est les cas plus proches voisins, je prends les 10 voisins, je dis voilà. Donc, cet élément doit être a priori de la classe telle. Voilà, c'est tout, hein. Mais aussi, donc ça concerne principalement la classification. Donc, je dis bien, c'est la classification. Et on peut utiliser aussi l'algorithme K plus proche pour la régression. Pour la régression, je pense que vous savez qu'est-ce que je veux dire par la régression.
Tout d'abord, moi, j'ai une fonction qui part de R1 vers R. Donc, en fait, la réponse, c'est un réel. Et donc, voilà, je veux chercher le modèle. Par exemple, f de x égale ax plus b. Voilà. Donc, ou bien ax carré plus bx plus c. Voilà, donc en fait, polynomial. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais chercher, j'ai un élément x étoile, je vais chercher les éléments les plus proches, et puis je peux prédire la valeur à peu près comme ça. C'est f de x étoile égale 1 sur k, la somme pour i allant de 1 à k de f de x k i. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai des points, donc en fait des données. Voilà. Et là, donc, par exemple, si je me place ici, je prends deux. Je vais chercher les points les plus proches, les 5 points les plus proches. Donc, en fait, ici. Et donc, je vais calculer les images de ça, la moyenne, la valeur moyenne des images de ces XI les plus proches. Et donc, j'estime que ça va être cette valeur. Cette approche est très importante. Pourquoi? Ça permet d'éliminer les bruits. Les bruits, en fait, dans les mesures, dans les données. Parfois, comme celui-là, c'est du bruit, là. En fait, ça sort du lot, ça sort du... A priori, il y a quand même en fait, une perturbation ou quelque chose comme ça qui a influencé, hein, la valeur des données. Et ça arrive. Donc, en fait, comment, en fait, lisser un peu les données, donc, en fait, et éliminer ces bruits. Donc, en fait, cette approche, K plus proche voisin, KNN, une régression permet, en fait, en particulier, d'éliminer les bruits. Bon, pour des gens qui ont des TPE et des mesures expérimentales, peut-être, ça, c'est une méthode qui permet de faire le filtrage. Les données, modèle KNN, régression, fonction coût. Voilà la fonction coût. Donc, en fait, c'est la distance minimale entre les éléments. Et puis, minimiser. Et puis, donc, en fait, la prédiction, ça se calcule comme ça. Bon, voilà. Mais là, donc, en fait, certainement, il faut évaluer un système de classification. Comment je vais parler de la classification? Comment je vais l'évaluer? Tout à l'heure, j'ai parlé, donc, en fait, du train set et test set. Donc, j'ai dataset, du dataset, donc, global, initial. Je prends 80% train set et 20%, donc, test set. Voilà. Et puis, l'ensemble, voilà, ce diagramme peut-être permet de mieux expliquer les choses. Donc ça, je commence avec dataset. Ça, c'est l'étape 1. Donc, je dispose de ça. Donc, je prends 80% de ce dataset pour l'apprentissage. D'accord? À peu près 80%. Donc, voilà la base que je vais utiliser. Là, maintenant, la base, il faut bien, hein, faire l'échantillonnage de cette base, bien évidemment. Donc, en fait, s'il n'y a pas, en fait, il peut, voilà, donc, ne pas choisir dans l'ordre, je veux dire, en fait, cette base, tu peux analyser bien avant de décider, analyser bien la base. Et puis, vous envoyez aussi les 20% ici pour test d'évaluation. Donc, la phase d'évaluation. Bon, en fait, il suffit d'enregistrer ici. Si je parle d'ici, c'est un enregistrement. Sauvegarde. Vous enregistrez, c'est base. Et c'est tout. Là, c'est une manière d'apprendre. Donc, j'enregistre, je dis, voilà, tu enregistres cette base pour l'apprentissage. Il va me donner, donc, en fait, le modèle KNN. Donc là, je prends les tests, donc, qui représentent 20%, et je vais les faire passer à travers ce modèle. D'accord? Donc, il va me donner des prédictions. Mais attention, moi, je connais déjà les vérités terrain, ce qu'on appelle vérité terrain, ou bien les vraies valeurs. Vérité terrain, je connais ça.
Donc là, je vais comparer. Je compare entre les deux pour voir est-ce qu'il y a des erreurs de prédiction ou non. D'accord? Si vraiment tout ce que j'attends, j'ai trouvé, donc la prédiction est de 100% correcte. Sinon, donc en fait, est à 80%. Si par exemple, il y a 20% qui ne sont pas corrects, ben, bien sûr, c'est mesuré par rapport à quoi? Par rapport test 7. Bien évidemment. Donc en fait, je valide. J'ai par exemple 20 observations, je vais voir les 20 observations, ou bien j'ai 100 observations, je vais regarder. J'ai trouvé pour ces 100 observations, il y a 80 observations qui sont correctes, qui sont bien donc déterminées. Et dans ce cas, donc en fait, je dis que mon modèle est à 80%, donc efficace, quoi. D'accord? Mais une question qui se pose, les 20% qui sont pas corrects, ça rentre dans dans quelle exactement classe? Donc en fait, il faut bien analyser maintenant donc cette efficacité. Donc, il est possible maintenant, j'espère maintenant que vous avez compris. Bah maintenant, certainement, vous pouvez me poser la question, mais si vraiment la prédiction et la vérité terrain ne sont pas vraiment, ne donnent pas un bon pourcentage là, là, il faut revenir ici. Ou bien on revient sur la base de données parce qu'il faut augmenter la base de données, ou bien ici, il faut revenir ici pour changer la valeur de K. Parce que peut-être, donc, lorsqu'on augmente K, il y a le risque qu'on se trompe, qu'on va trouver des éléments qui font partie d'autres classes. Et du coup, on se trompe. Là, donc, en fait, il faut bien optimiser la valeur de cas. Je vais vous montrer comment faire. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Mais enfin, une fois on se met d'accord, voilà, donc en fait, c'est bon, la valeur de cas égale à 5, par exemple, et donc on peut tracer ce qu'on appelle la matrice de confusion. La matrice de confusion. On peut peut-être éventuellement, on essaie de vous poser des choses comme ça. Je ne sais pas, c'est l'interprétation de la matrice de confusion. Donc, alors, après, par exemple, admettons que j'ai cétosa, c'est une plante, iris, c'est une variante de iris virginica et versicolor. Donc, en fait, donc, en fait, ça, c'est le nombre d'éléments contenus dans chaque classe. Bon, et là, j'ai le nombre d'éléments prédits. Donc, ça, c'est la vérité terrain. Ça, c'est la vérité terrain. Et ça, c'est la prédiction. Donc là, c'est faisable. Donc si vous regardez ici, voilà, ça c'est faisable. J'ai 10. D'accord? Mais il y a un élément ici. Cela veut dire qu'on s'est trompé d'un élément. C'est faisable normalement qui doit être dans cette faisable, mais l'algorithme s'est trompé et il a mis ça dans versicolor. Versicolor, donc en fait là. Voilà, donc en fait, on peut même calculer le pourcentage. Là, en fait, cette matrice nous donne donc en fait une idée plus claire sur en fait les erreurs, l'emplacement de ces erreurs, exactement sur où. Aussi, si je regarde le versicolor, là donc en fait j'ai trouvé 8 versicolores corrects, mais j'ai un échantillon ou une observation qui n'est pas bonne. C'est à Virginica. Et là aussi, pour Virginica, donc je me suis trompé. Non, tout est bon. Tout est bon. J'ai trouvé 10 Virginica. Il n'y a pas d'erreur ici. Vous voyez, donc en fait, quand même, ça donne une idée. Donc en fait, ici, le test est fait sur quoi? Sur combien d'éléments? Sur 10 plus 8, ça fait 18, plus 10, ça fait 28, plus un, 30, 30 observations. Le test ici est fait par rapport à 30 observations. On peut calculer l'efficacité. Bon, voilà, donc il y a 28 sur 30. Donc 28 sur 30 fois 100, donc ça donne quoi? Ça donne, je sais pas quoi. Donc, ça donne 28 sur 30, donc 93% à peu près. 93%, 3%. Bah voilà.
Bon, vous avez quand même quelques interprétations ici. Donc, les lignes renseignent le nombre des éléments de chaque classe réellement contenus dans le champion. Les colonnes renseignent le nombre des éléments prédits dans chaque classe. Par exemple, voilà, donc en fait, juste ce que je viens Mais attention, là, donc en fait, le cas, c'est un hyperparamètre. L'hyperparamètre K. En fait, regardez ici. Là, deux valeurs de K. Regardez. Là, par exemple, pour ça, je ne sais pas ce qu'a cette valeur de K, mais peu importe. Là, donc, en fait, l'élément, nouvel élément, c'est comment on appelle ça, cette couleur, en fait, ce rectangle, jaune. Et puis, si je mesure les K plus proches, donc en fait, un 2 3 4 5 6 7 même, 8 peut-être il va le prendre, donc de la classe B. Mais si j'augmente K, je risque de prendre d'autres éléments de la classe B. Et encore, si j'augmente, il y a le risque de changer finalement la décision. Donc, la valeur de K a vraiment une grande importance. Il faut vraiment l'optimiser. Donc, en fait, la prédiction peut être faussée avec un mauvais choix de K.